Le puissant Bolgar s'effondre au sol dans un gargouillis terrifiant. En le fouillant, vous trouvez 5 pièces d'or et une grosse hache ORC. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Erune et vous faire mon retour sur Erune. Alors, spoiler alert comme on dit, je vais pas vous faire un retour super agréable sur Erune. Grosse précision, je vais vous parler du mode, de mon ressenti sur le mode coop. Alors on pourrait dire coop solo, j'insiste sur le fait que ce soit coop, parce que mon expérience avec Erune s'est déroulée avec 2 personnages du jeu, que j'ai joué avec mon fils, et donc ça peut avoir une influence, j'ai peur que ça puisse avoir une influence sur mon ressenti, ce qui serait pas de chance, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait jouer avec certaines configurations de personnages pour apprécier le jeu. Donc ce serait déjà un bon petit défaut. Il y en a d'autres, il y a des points sympas dans le jeu, et il y a aussi pas mal de points négatifs, de mon point de vue, hein, c'est encore mon avis. Alors, commençons par ce qui est bien. Ce qui est bien dans Erune, déjà c'est que tout tient dans la boîte, jeu de base plus extension. C'est toujours ça. Ici on a le papier pour extension, en route vers le niveau 30. Les règles de jeu, on y reviendra. Et puis tout tient. Ici j'ai la partie en cours avec mon fils. Tout rentre à peu près, hein, c'est pas super stocké, mais ça tient et il n'y a pas de souci pour le reprendre, ça abîme pas le matériel, il n'y a pas de problème. Le matériel est super bon, donc c'était la bonne découverte, c'est un truc sympa, hein, c'est quand vous ouvrez la boîte, c'est super sympa. La qualité des fiches est bonne, elle est un peu épaisse, c'est toilé, c'est super bien. Donc ici on a les fiches des différents personnages, et on a également dans l'extension, les spécialisations, quand on atteint un certain niveau. Ici, on va trouver, donc il y avait des tuckbox pour mettre les différents decks des différents personnages. Donc il y en a 4, on a 4 archétypes de personnages. Plus loin dans les niveaux, on peut spécialiser son personnage, donc ça c'est pas mal. Ici, on a toutes les cartes qui sont pour le maître de jeu, et le maître de jeu quand on joue aussi en coop, hein, j'ai les cartes pour ça. Dedans, on va trouver les dés, donc les dés ils sont super cool aussi, pas de problème. Ils sont bien, on reviendra aussi sur les dés, ces fameux dés. Et ici, on a les tuiles. Donc les tuiles, beaucoup se sont plaints des tuiles de... comment ça s'appelle, de Descent. Alors effectivement ici, c'est des tuiles épaisses, bien, hein, mais c'est pareil, hein, c'est très générique. Il y en a, je crois, il y en a un peu moins d'ailleurs. On n'a pas d'overlay, hein, donc on n'a pas d'overlay pour faire du feu, pour brûler des pièces, quoi que ce soit. Il n'y aura pas de feu qui va se répandre, pas d'eau, rien du tout. Hein, on va être sur du souterrain qui va rester identique tout le temps, d'accord? C'est pas très grave, hein. Vu le style de jeu, c'est pas très grave. Donc voilà, on a ça comme tuile, c'est pas énorme, mais ça suffit pour faire les différentes configurations de pièces. On va y revenir aussi quand on va parler des portes. Ici, c'est ma boîte magique pour répartir tous les petits composants. Donc voilà, ils sont bien répartis, il n'y en a pas trop. Il y en a quelques-uns que j'ai même pas encore utilisés. Le truc un peu spécial, ça va être quoi? Non, les pièges, l'escalier, non. Peut-être parfois les coffres, puisqu'on les a en 3D. Ou les trappes. Alors parfois, en fait, on va avoir des événements qui sont associés à eux. Donc, on ne sait pas si on pourra pas mettre l'événement dessus si on prend la version plastique, qu'on va voir tout de suite d'ailleurs. Donc c'est un peu spécial en utilisation. Mais c'est pas dramatique, ça passe. Ici, on a d'autres tuiles qui sont un peu plus petites. On a quelques portes que j'ai pas pu stocker en dessous, c'est un peu bizarre d'ailleurs, on a trop de portes par rapport aux emplacements de rangement. Les figurines, alors les figurines sont plutôt bien, hein, elles sont pas... ici on a les héros. Petit problème pour les figurines, le petit problème ici, c'est que certaines dépassent de l'encart, et surtout une qui est la guerrière avec son épée. Donc la guerrière elle est là, je sais pas si je peux le faire voir, mais en tout cas ça dépasse. Et du coup, la guerrière elle se retrouve avec son épée, avec sa pose, l'épée elle est toujours tordue, elle est arrivée tordue, je l'ai redressée, mais en fait quand on la range elle est tordue. Donc à la limite, il vaut mieux la mettre ailleurs, la guerrière. C'est ce que je fais tout de suite.
Donc d'autres, un gros boss ici. Elles sont bien les figurines, hein. Elles sont bien, elles sont pas extraordinaires mais elles sont très bien. Elles suffisent largement, il y a des bonnes poses, des monstres un peu originaux. Il n'y a rien à dire au niveau des composants, franchement j'ai pas à m'en plaindre. Ici ça tient bien, c'est pour notifier les événements sur le plateau. Je sais pas si quand on joue avec le maître de donjon on le met. Je trouvais ça dommage parce que ça révèle un peu des choses et ce qu'il faut faire. Mais sachant que utiliser des événements comme ça, des runes, sur le plateau, c'est une action gratuite. Il faut savoir que c'est une action gratuite, donc j'imagine qu'il faut quand même le mettre même quand on est avec un maître de jeu, un peu moins de surprise. Ici, alors le truc que je crois que le plus beau composant de cette boîte, enfin un des plus beaux composants, ce sont les tables. Elles sont super belles, j'imagine déjà une peinture là-dessus, comment ça rendrait super bien. Donc des tables, et on va y revenir aussi, parce qu'il y a un petit problème avec les tables. Je peux le faire voir maintenant, peut-être d'ailleurs. Est-ce que c'est ici? Voilà. Les tables en jetons, en token, en fait, elles sont représentées comme ça. Je vais prendre une grille, il sera plus parlant. Et c'est assez important parce qu'en fait, sur une table, vous avez deux emplacements, en fait, ici et ici. Et en fait, les deux emplacements, ils vont atteindre plus de cases. C'est pas seulement une seule case, et ça se rend ici. Et puis aussi, on peut les retourner pour éventuellement dire qu'on a déjà fouillé ce qu'il y avait sur la table. Évidemment ici, alors déjà, si je prends pas ça, la table est plus petite. D'accord? Donc selon comment on la place, si elle tient que sur deux cases. Il faut pas la placer comme ça, sinon on va rater l'avantage de cette table, qui est d'être sur 3 cases, et d'avoir une position ici qui va pouvoir toucher plus de cases qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire qu'on a une position supérieure, et donc on touche plus de cases. C'est très intéressant, hein, sauf que le modèle 3D n'est pas utilisable dans ce cas-là. Donc ce qu'il faut faire, et ce que je fais moi, c'est que je délimite la table comme ça, et je mets ça par-dessus. C'est moins joli, ça fait un peu tapis en dessous, mais ça permet de se rappeler qu'on a le contour de la table. Et puis ça permet aussi de faire, hop, c'est bon, on a fouillé, éventuellement, je vais pas refouiller une deuxième fois. Voilà, un petit bémol là-dessus, mais les tables elles sont magnifiques. Il y a les armoires qui sont là. Donc ça, les armoires, c'est cool, on peut les faire tomber sur les ennemis. Et je crois qu'après, on retire l'armoire parce qu'elle est cassée ou un truc comme ça. On peut pas bloquer les ennemis dans une ligne de vue ou quoi que ce soit, mais on peut les faire tomber dessus, après les avoir fouillés, ça peut être utile. Et elles sont super belles, très massives, très très jolies. J'en ai jamais vu des comme ça dans les jeux, hein. Elles sont vraiment super belles. Les tables, c'est pareil. On a les coffres, j'en ai qui sont vraiment super sympas aussi. Très détaillés, c'est vraiment du super joli coffre. Les tonneaux, ils sont tous identiques, mais ils sont très sympas aussi. Je vous dis, les composants des runes sont vraiment magnifiques. Enfin, en tout cas, pour ce qui est mobilier, les figurines sont sympas. On a déjà vu plus détaillé, mais je trouve que pour un premier jet de figurines, les héros sont vraiment très sympas. Ils sont relativement détaillés. C'est très beau. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Et les portes, alors les portes c'est un peu spécial, on a des supports en plastique. Donc vous voyez que les portes elles sont rangées ici dans la boîte. Donc il y en a certaines que j'ai pas pu mettre. Il y a pas assez d'emplacement pour toutes les portes qu'il y a dans le jeu. Donc on a un support en plastique dans lequel on va faire, en fait, on insère la porte comme ça. Alors l'idée, je sais pas quelle était l'idée derrière ces portes, parce qu'en fait on a cette version-là, et cette version fermée. Donc peut-être que quand on ouvrait une porte, il suffit de faire ça, et de mettre ça à la place, pour dire que c'est ouvert. Forcément, moi vu que j'ai beaucoup de supports avec les portes, bah je m'embête pas à changer l'insert, je change la porte carrément. Petit bémol sur les portes, c'est que, je vais me mettre ça de côté, c'est que les portes, normalement, quand elles sont configurées pour être jouées, quand on les place, normalement, elles doivent se mettre entre deux murs, en fait. Elles doivent se mettre sur un truc comme ça. Ouais, elles doivent se mettre comme ça. Si là, c'est que les tuiles peuvent arriver à bouger, donc la porte, elle peut très bien se décaler un petit peu. Alors souvent, ce que je fais, moi, et c'est aussi que, tant qu'on n'a pas la deuxième pièce, parce que, par exemple, elle n'est pas révélée, on va la mettre comme ça, et donc ça prend sur les cases qui sont ici. Si par exemple c'est une porte verrouillée ou quoi que ce soit, j'ai pas la place pour mettre mes figurines juste à côté, on peut pas se placer là. Donc ce que je fais souvent, c'est que je les mets à côté comme ça, et vu que j'ai pas envie de déplacer ma porte pour remettre ça ensuite, bah ce que je fais, c'est que je laisse les portes comme ça. Donc j'ai un léger décalage, moi, par rapport au plan,
Mais une fois que c'est comme ça, voilà, je le laisse comme ça fait un petit écart, ça fait un petit décalage, mais c'est pas très très grave. Mais voilà, ça évite aussi que la porte elle se retrouve entre deux tuiles qui bougent, parce qu'on n'est pas sur du Warhammer Quest où ça s'imbrique dedans. Alors c'est un petit détail, c'est pas grand chose. C'est seulement que voilà. Ou alors il faudrait que quand j'amène une tuile, je fasse ça. Tac, tac. Pas très important. C'est pas là-dessus que je m'énerve sur le jeu, hein, rassurez-vous. Donc on a vu les composants, je crois qu'on n'a pas d'autres ici, bon, c'est sur les portes. Oui, il y a certaines portes qui sont un peu différentes. On a la porte, le mur, un petit peu comme ça. Et je crois qu'on a une porte qui est loquée, parce qu'en fait il y a certaines portes qui sont bloquées. Donc ce qu'il y a, c'est que quand c'est posé à la verticale, et surtout en face de vous, c'est-à-dire que vous la voyez comme ça, la porte, vous ne voyez pas forcément que c'est la porte qui est loquée. Puis, on va revenir après quand on va parler de l'application, mais il y a un petit souci par rapport à ça, c'est que pour se rappeler quelle porte et comment, sachant que ça sera plutôt une porte générique fermée, mais on ne saura pas comment l'appeler, comment la déloquer, comment dire à l'application que c'est celle-là qu'on débloque, ça peut poser un petit souci. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines portes qui sont en chêne, d'autres qui sont en acier, mais on ne les différencie pas physiquement sur le plateau. Donc les composants, parfait, il n'y a pas de problème pour R1. On en vient à... on va commencer par la règle du jeu. Les fiches de personnages sont très bien aussi. On a... Donc ça, c'est les fiches de personnage que j'ai fait avec mon fils. Bon, forcément, on réécrit souvent et on efface souvent. Un petit problème. Mais c'est pas plus qu'un jeu de rôle, et puis il y en a d'autres. On peut faire des copies, il n'y a pas de problème. Ils sont très sympas, en couleur, recto verso, pour mettre ce qu'on a, les quêtes qu'on a accomplies, les talents maîtrisés, les sorts, nos points de vie, les niveaux max, tout ça. Très très bien. Des petits crayons que j'ai jamais utilisés, j'en ai d'autres. Ici, on a un paravent pour le maître de jeu, un tout petit paravent. Donc le maître de jeu pourra se mettre comme ça, et il aura des règles. Alors ça m'amuse toujours ces paravents qui sont penchés vers la table, comme si on devait mettre sa tête en dessous comme ça, voilà, comme ça, pour voir les règles qui sont tout en bas de l'écran là. On les voit pas, c'est pas pratique. Alors effectivement ça tient bien, mais c'est pas pratique. À la limite, il vaudrait mieux un petit support, comme on a pour les portes ou autres, avec un truc qui tient droit, pour qu'on puisse voir les règles, ou alors qu'il n'y a rien qui soit tout en bas. C'est du détail, donc ça c'est pour le maître des ombres, ça lui rappelle des choses, je crois des aptitudes, ou comment les types de monstres, différentes choses. J'ai pas joué encore avec le maître des ombres en tant qu'humain, en tant que joueur. On va revenir sur ce point-là. Ici, c'est le cahier interdit aux joueurs, hein, puisque c'est le livre de quête. Donc le livre de quête vous propose les différentes quêtes du jeu quand on joue avec un maître des ombres. Et donc vous voyez que c'est très narratif, et Rune, c'est que quand je prends un scénario, je vais prendre un des premiers, comme ça on sera tranquille. C'est toujours la même chose à peu près. Hein. Vous avez... Donc le maître de donjon connaît tout le plan, à l'avance. Les différents événements qui sont indiqués ici, il va les connaître. Le récap du boss et le plan. Pas de texte d'introduction, rien, pas d'explication, il n'y a pas des choses, il y a peut-être des petits conseils, autres. Voilà, ça c'est un scénario pour le maître de jeu. Donc effectivement, il n'a pas de préparation à faire. Hein. Il prend ça et voilà, il voit le plan. Et on va voir un souci qui existe également sur l'application. Je vais vous faire le plan de donjon, tant pis si ça spoil un peu, je m'en fous. Je ne vous dis pas quelle quête c'est. Donc vous voyez, je rapproche. Donc vous voyez qu'ici, on a la disposition des monstres. Donc c'est pas le maître de donjon qui va décider où arrivent les monstres. Il y a peut-être des moyens de faire le spawn du monstre, je sais pas, qui pourraient décider à ce moment-là, mais sinon, dès que les aventuriers rentrent dans une pièce, il y a déjà les endroits, j'ai même pas vu qu'il y avait les pièges également, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre de les mettre où il veut, et ça vous indique quel monstre il faut placer. Et bien il y a les petits dessins, et après il faut les découvrir, à quelle figurine ça correspond. Alors il n'y a pas un bestiaire de malade, mais quand vous commencez à jouer Rune, ok, alors ça c'est quoi? Ok, ça c'est un orc, là il y a un gobelin. Est-ce que c'est le gobelin archer ou est-ce que c'est le gobelin normal? Donc là ici vous avez un gobelin archer, moi j'ai quand même un petit peu un gobelin normal. Là ici, faut trouver là, le monstre. Hein. C'est vraiment pas pratique, c'est trop petit je trouve. On reconnaît bien par contre, il y a le scaling, on adapte le jeu au nombre de joueurs, de héros. Donc quand il y a 3, c'est à partir de 3 joueurs, sinon c'est tous 1 et 2.
et 3 pour 3 joueurs, 4 quand on a 4 joueurs, donc il y a de plus en plus de monstres. Voilà, le nivellement du jeu par rapport au nombre de joueurs, c'est le nombre de monstres. Il y aura plus de monstres si vous êtes plus nombreux. Donc voilà, il y a le maître de donjon, et ça c'est la zone de départ des héros. Donc le maître de donjon va connaître ce plan, quand on jouera avec un maître de donjon, et c'est à ça que ça sert ce livret. En coopération, ça sera un peu différent, on va voir ça sur l'application. Ici on a les decks des personnages, donc on a les compétences qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure, c'est très bien fait. Vous voyez, je fais quand même pas mal de compliments avant de m'énerver un peu. C'est très bien fait, on a les différentes compétences, et sur chaque compétence, donc le coût en stamina que ça va nous coûter, donc là, en endurance en fait, et ici pour débloquer, il faut avoir parfois des prérequis de d'autres compétences qu'on a débloquées. Donc ça fait qu'au final on a une sorte d'arbre de compétences, pour dire bah voilà, on peut suivre ce chemin-là, suivre un autre chemin, et on récupère les cartes au fur et à mesure, on gagne de l'expérience. Enfin, à chaque fin de quête, en fait, quand vous faites un feu de camp et que vous avez assez d'expérience, vous allez monter de niveau, et en fonction du niveau, on va vous dire, vous avez le droit de prendre une compétence supplémentaire, et donc on va pouvoir débloquer ces compétences au fur et à mesure. Donc certaines ont des prérequis de compétences, forcément. Et elles coûtent de plus en plus cher, on va jusqu'à 3 en stamina, ça veut dire qu'il faudra avoir 3 stamina à les dépenser pour utiliser la compétence. Les premières sont à 1, après il y en a 2, et ainsi de suite. On va revenir sur ce système de stamina qui est sympa et qui a pour moi un défaut quand même. Donc évidemment, Erune, le pitch d'Erune, à part le fait que ce soit un dungeon crawler, ça reprenait un peu les bases d'HeroQuest en même temps, même sur un bestiaire qui était un peu semblable. Hein. On est sur de l'orque, on est sur du gobelin, du rat. Vous allez voir que les rats sont quand même pénibles. Voilà, il n'y a pas un bestiaire de fou, mais bon, un petit peu varié. Et Erune nécessite une application. Et dans le concept du jeu solo, bah, je vais vous faire une introduction sur un scénario. Donc, vous avez une application à lancer, qui est uniquement sur téléphone mobile, hein, je ne crois pas que ce soit compatible Chromebook ou PC. Donc déjà, c'est un petit problème, on n'a pas, parce que du coup, quand on est plusieurs, bah, il y a une application. Et quand on crée une partie, je lance une partie, on dit, est-ce qu'on joue avec un maître des ombres ou en coop? Donc moi, je vous dis, je n'ai pas testé le maître des ombres. Donc je vais vous faire voir le coop pour l'instant. On pourra faire une petite navigation, un petit essai sur le maître des ombres. Je fais ça. Donc toute la liste des scénarios est présente ici, il y en a quand même pas mal. Hein. Et je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre ça, tiens. La caverne aux gobelins. Ou la forêt de Kiloman, c'est le dernier que j'ai fait. Parce que j'en ai quand même fait. Hein. Voilà, donc au début de l'aventure, vous dites à l'application, vous sélectionnez votre scénario, et vous dites, bah, qu'est-ce qui compose ma team? Donc, tiens, je vais prendre exactement la configuration que j'ai. L'archer. Alors le niveau, il doit être niveau 4, mon archer, ou 5, 4. Et ici, vous avez les classes maîtrisées, c'est si vous êtes plus avancé. Donc voilà, on lui signale, je suis niveau 4, et il y a une guerrière de niveau... tiens, on va dire niveau 5. Et on lui dit, l'aventure commence. Donc là, c'est la partie... La forêt de Kil'jaeden. Après plusieurs jours de marche aux abords de Kil'jaeden, vous apercevez... Ça, c'est la partie narrative du jeu. Super voix, parce qu'ils ont pris des acteurs, je crois, ou des gens qui le savaient. On peut passer quand on a fait plusieurs fois. Voilà. Ça fait une introduction. C'est la seule partie, je vais dire, avec la fin de scénario, narrative du jeu, réellement. C'est-à-dire que vous aurez une introduction au scénario, et une conclusion au scénario. D'accord? Ça ira pas plus loin. En gros, ça vous introduit votre mission d'un niveau de donjon, c'est tout. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien, il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de... C'est très bien fait, hein. Moi, je vais passer quand même. Donc voilà. Et il y a marqué, pour commencer... La forêt de Kil'jaeden commence. Maître des ombres, votre objectif est de tuer ou blesser chacun des aventuriers. Vos sources d'ombre possèdent 2 points de vie par aventurier présent. Aventurier, votre chute a surpris les monstres, ils ne pourront pas attaquer à distance pendant ce tour. La phase du maître des ombres commence.
Les talents maîtrisés par les monstres cette partie sont attaque éclair, coup bas et riposte. Placez les cartes talents du maître des ombres sur la table. Les monstres les utiliseront dès que possible pendant toute la durée de la quête. Donc vous voyez que là, donc j'avais un écran à passer avec marqué ne plus afficher le message, mais il affiche tout le temps, je crois. Donc il vous dit comment on parle à l'application, il nous dit comment on parle à l'esprit des runes. Vous allez voir que l'esprit c'est un grand mot hein, quand même. Moi je l'insulte très souvent, ça la dérange pas en plus. On dit qu'on appuie sur le bouton, on parle, on appuie sur le bouton. Donc vous voyez, on fait 2 manips pour lui parler, pour faire quelque chose. Pour signaler un problème, restez appuyé sur la bulle de dialogue concernée, ok. Merci pour les infos. Vous voyez ce qu'elle vient de dire, en vocal. Donc la quête, la forêt de Kil'jaeden commence, et on a le plan qu'on va installer. Donc en fait l'application va vous faire ça, il faut dire qu'on clique vite sur le premier écran, on arrive là-dessus, et elle parle. Elle vous dit tout ce qui est écrit ici, en fait. Hein. En fait, c'est le speech de Google. C'est pour ça que la voix, elle est robotique. C'est la lecture du texte, comme si on sait lire un texte à Google. Et elle lit tout ça. Donc, l'idée des runes. La musique est sympa, peut être un peu redondante au bout d'un moment, mais elle est sympa, mon fils aime bien. L'idée des runes, c'était d'avoir une application qui faisait le maître de jeu, et qui on pouvait parler, qui nous répondait, qui était quelque chose, on va dire... Je pense que l'idée c'était quand même de faire quelque chose de moins informatique, d'avoir une sorte de maître de jeu, et qu'on n'utilisait pas trop l'application pour est-ce qu'on pouvait lui parler. Mais vu que là de toute façon il faut aller cliquer, il faut aller taper, il faut aller appuyer sur le bouton, parler, réappuyer sur le bouton, on va prendre l'appareil. C'est pas comme si on avait l'application qui était prête à nous écouter. Donc de toute façon, on a une interaction avec une application, et c'est surtout que... Voilà, le clic long c'est pour signaler un problème, si je trouve qu'il y a un problème. C'est surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, avec une voix monocorde, qui ne s'arrête pas, qui n'a pas un rythme, ce qui fait qu'on a du mal à saisir toutes les informations. Et parfois, il y en a beaucoup. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est que Maître des Ombres, votre objectif est de tuer ou blesser. J'ai signalé à l'application que je jouais sans Maître des Ombres, elle me rappelle ce que doit faire le Maître des Ombres. Mais j'en ai rien à foutre. Donc déjà, ça, c'est inutile de dire ça. Donc j'imagine que, quand on joue avec un Maître des Ombres, on a exactement la même chose. Il va nous dire ça, pour présenter au Maître des Ombres ce qu'il doit faire. Donc ça nous explique aventurier, votre chute a surpris les monstres, ils ne pourront pas attaquer à distance pendant ce tour. Donc déjà, vous vous rappelez bien qu'il y a ça, parce que si vous commencez la partie normalement, et que vous n'avez pas fait attention à ça, c'est pour ça que je dis qu'on va être obligé de relire ce qu'il y a dessus, vous oubliez ce point-là. Après, il y a marqué la phase du Maître des Ombres commence, parce que le tour de jeu, c'est le Maître des Ombres, puis ensuite les héros. Ça nous rappelle les talents maîtrisés, en mode coop, les talents, donc ils sont des cartes comme ça pour le Maître des Ombres. Pour le Maître des Ombres, donc ici j'ai les cartes de monstres. Vous voyez qu'il n'y a pas un bestiaire de fou. Ça, on va y revenir aussi à ce truc-là. C'est très sympa et pas terrible en même temps. Donc vous avez les compétences. Donc ici, elle va nous dire quoi? Les talents maîtrisés par les monstres. Donc tous les monstres qui vont être dans le donjon, quel que soit un rat ou un gobelin, ils vont maîtriser le talent. Attaque éclair, coup bas et riposte. Et en fait, vous allez voir qu'en fur et à mesure qu'on descend sur le niveau de donjon, ils auront de plus en plus de compétences. C'est-à-dire que le rat, dans le 3e niveau de donjon, sera un rat, mais qui aura appris des choses, qui sera parti à l'école. Donc attaque éclair, coup bas et riposte. Et donc ça nous signale, en coop, ils utilisent leur talent tout le temps. Alors que, en principe, le Maître des Ombres, il doit dépenser des points de stamina pour les utiliser. D'accord? Il doit dépenser une stamina. Donc en fait, il ne le fera pas tout le temps. En coop, ils le feront tout le temps. C'est-à-dire qu'en coop, il faudra systématiquement prendre en compte 3 cartes qui sont mises, et parfois ce sera 5 parce qu'il y a un événement supplémentaire. Parce que là, j'installe, par exemple, les 3 cartes pour la partie qu'on nous dit au début, mais il est possible, pendant qu'une phase suivante, on me dise, à ce tour-ci, les monstres ont ça en plus. Il faudra ajouter la carte, et se rappeler ce que ça fait. Donc, ça alourdit un peu le système. Franchement, je trouve que ça l'alourdit. Et en plus de ça, donc en plus des compétences des monstres qu'on nous donne pour la quête, des compétences qu'ils peuvent avoir au début d'une phase, vous pouvez avoir des monstres qui ont des compétences supplémentaires. Donc, et on vous le dira soit sur l'application, soit ce sera sur la carte ici. Et en plus, il y a des aptitudes aussi. Vous avez les aptitudes des monstres qui sont
très bien faite, hein. Ici, il y a attaque groupée, donc il faudra savoir que c'est attaque groupée, contre coup machin, et derrière, ici, vous avez les aptitudes. Au dos des cartes monstres qu'on veut voir aussi en même temps. Je trouve que c'est vraiment pas pratique du tout. Donc, c'est pas pratique en coop. J'imagine que quand il y a un maître des ombres qui s'occupe des monstres, donc qui a ses petites cartes ici, et qui gère ça, qui va savoir que tel monstre a telle compétence, et ben lui va gérer ces cartes-là. Il n'a rien d'autre à gérer. Mais quand vous jouez en coop, vous avez votre héros avec ses cartes compétences, ces différentes choses, à gérer l'application, à gérer le truc, et en plus vous gérez les cartes des monstres. Donc c'est pas pratique. Et là où par exemple Descent fait très bien, il s'occupe des monstres, il s'occupe de leurs compétences, il s'occupe de leurs bonus, leurs malus. Il vous enlève cette épine du pied qui est l'intérêt d'une appli quand on joue en coop. Et Rune, l'application en coop, elle vous fait comprendre qu'il vous manque quelqu'un pour jouer avec lui. Je trouve que c'est vraiment ça. Elle vous fait comprendre que je suis pas fait pour ça, tu veux jouer en coop, ok, mais ça va pas être terrible. Donc j'imagine que le jeu est meilleur en multi avec un maître des ombres. Je suis pas sûr, je l'ai pas testé. Voilà. Donc ça c'est la partie un peu ergonomie du jeu. Hein. On va dire que ça se fait au bout d'un moment, on y arrive. Si on est 3 ou 4, moi je joue avec mon fils, c'est moi qui fais un peu plus les choses. Mais voilà, je trouve que c'est pénible à gérer. Et je vous dis à un moment, si vous avez 6 ou 7 cartes de compétences à voir, des gouffettes... Alors, ce monstre-là, il a quoi sur sa fiche? Ok, il a ça. Plus ça, c'est les compétences qui sont... parce que vous pouvez avoir une compétence qui est générale pour les... Je vous dis, vous avez un empilement de 3 niveaux de compétences qui peuvent s'additionner pour un des monstres. Donc c'est pas super pratique. L'application, donc ici... Vous voyez comment ça se passe au niveau de l'application, on m'a mis le plan. Et puis à chaque fois que je vais faire le tour, donc je vais faire comme si je passais les tours, d'accord? Voilà, c'est la fin du tour. Le tour de commence. Aventurier, vous êtes chanceux, aucun piège ne s'est déclenché. Vous vous sentez observé. La phase du maître des ombres commence. Les monstres sont enragés et ajoutent un dé noir à leur jet d'attaque ce tour-ci. Donc deuxième point, en fait l'application, si je dois la résumer, par rapport à ce qu'on a ici. Elle vous permet de dire, ok, voilà la pièce de départ. Alors là, je suis sur un scénario. Voilà ta pièce de départ. À chaque tour de jeu, elle va dire seulement, voilà les conditions de ce tour. Elle va dire, voilà, dans ce tour-ci, les monstres, il y a ça qui arrive. Elle va vous dire, tiens, il y a quelqu'un qui se prend un caillou sur la tête. Mais j'ai l'impression qu'elle ne se résume qu'à ça. Et à vous dire après, elle a affiché le plan de la pièce que vous découvrez éventuellement. Et c'est tout. Elle ne sert qu'à ça, cette application. Donc elle est hyper intrusive, parce que vous êtes obligé d'avoir le nez dessus tout le temps. Alors pourquoi? Bah voilà, j'en suis déjà au deuxième tour de jeu. Si je veux revoir ce que je dois faire au niveau des portes de ma pièce, bah, il faut que je remonte ici. J'ai même pas un raccourci qui me dirait vas-y, fais-moi voir le plan, où j'en suis. Non. Il faut que je défile. Ok, alors là, le truc A, c'est votre aventurier examine la grande table. Non, c'est le A, c'est votre aventurier ouvre la porte en bois. D'accord, ici, c'est la porte en bois. Vous pensez bien quand vous avez fait 2 ou 3 tours de combat, parce qu'il y a quelques monstres ici. Donc vous avez plusieurs écrans. Je vais en faire plusieurs, on va rigoler. Le tour 3 commence. Guerrière, vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est attenante. Vous entendez des bruits de griffes venant du plafond. La phase du maître des ombres commence. Ce tour-ci, les monstres attaquent l'aventurier avec le moins de points de vie max. Alors, on va voir plusieurs choses là, à ce tour-ci. Donc vous voyez que là, ça a descendu, parce que les bulles descendent au fur et à mesure. Et comme ça, vous pouvez relire. De toute façon, vous allez lire, parce que vous êtes sûr de ne pas rater une information. Donc la voix, c'est sympa. Mais vous allez voir qu'elle va devenir un peu inutile. On va retenir une information, mais on va vérifier comme dedans ce qui est précis. Et c'est pareil, si je veux revenir à mon plan, ou aux événements qui sont sur la carte, il faut que je revienne, il faut que je redéfile comme ça. Donc au début, il n'y a qu'une pièce, ça va, vous n'allez pas faire peut-être beaucoup de tours dedans, quoique, mais au bout d'un moment, ça vous va emmerder de faire ça quand même, je vous le dis. Ici, il n'y a pas d'interaction. Hein. On a un zoom. On a un zoom potentiellement. Et là, par contre, il faut dézoomer pour retrouver les informations. Donc ici, on a un événement sur la table. Alors normalement, on a une action qui est fouillée. Donc je pourrais dire fouiller la table. Mais non, là, c'est un événement. Et un événement, c'est gratuit, c'est une action gratuite. Donc ça veut dire que j'ai pas besoin de dépenser l'action pour ça, normalement. Alors c'est un peu bizarre, du coup, d'avoir fait ça. Un coup, on peut fouiller.
Un coup, c'est un événement. Bon, ok. Les portes, en fait, on les ouvre à partir du moment où on fait un mouvement qui traverse la porte. D'accord? C'est pas une action non plus. On pourrait croire que c'est une action. Mais non, c'est quand on fait ce mouvement, si on passe la porte, on dit bah, l'aventurier ouvre la porte en bois. Truc, tout de suite, que je vais vous dire. Regardez, j'ai choisi un archer et une guerrière. Vous voyez qu'ici, ce tour-ci, les monstres attaquent l'aventurier avec le moins de points de vie max. C'est l'archer. Ok? Parfois, il va changer. Il va dire les monstres attaquent le lanceur de sorts. C'est l'archer. Ok? Parfois, il va dire les monstres attaquent celui qui a le moins de points de vie. C'est l'archer. Systématiquement, quasiment, c'est l'archer. Pourquoi? Parce que déjà, il a fait attaquer l'archer. Donc, il va sûrement avoir moins de points de vie. Déjà, il a moins de points de vie max que le guerrier. Mais au bout d'un moment, vu qu'il va se faire taper plus souvent, qu'il va se prendre plus de pièges, vous allez voir qu'on risque d'avoir un truc où je vais me prendre des cailloux, des trucs comme ça. Je vais boire de l'hydromel, elle va être empoisonnée, ou elle va être mauvaise. Alors que si la guerrière boit l'hydromel, ce sera bien pour elle. Je vais avoir que des choses comme ça. Et donc, quand vous avez... C'est pour ça que je dis que peut-être que mon expérience archer-guerrier est pas bonne, mais ça veut dire que le jeu est pas bon non plus, il est déséquilibré, et il a un problème, c'est que je peux pas choisir mon équipe, qui me paraissait sympa en plus. C'est que je vais avoir en coop, je vais avoir un de mes bonhommes qui va être pris pour cible beaucoup plus souvent que l'autre, que ce soit par le maître de jeu fictif ou par les événements, et donc qui va faire du lose-lose, pendant que le guerrier, lui, va faire du win-to-win, parce qu'il va pouvoir éliminer plus facilement des ennemis, avec sa force ou avec ses compétences, gagner plus d'expérience, pendant que nous, on va en perdre, et peut-être devoir faire quelque chose qui va nous embêter encore plus. On va le voir juste après. Donc voilà, ici déjà, avec le moins de points de vie max. Ok, je fais encore un tour. Le tour 4 commence. Aventurier, vous êtes chanceux, aucun piège ne s'est déclenché. Vous vous sentez observé. La phase du maître des ombres commence. Les monstres agissent normalement ce tour-ci. Donc là, ça va, il n'y a rien qu'à changer. On est au début de niveau aussi, c'est peut-être pour ça. Les monstres agissent normalement, donc il n'y a pas de cible. Ils vont prendre leurs règles classiques. Alors ça, c'est intéressant. Les règles classiques, du coup, vous savez comment vont agir les monstres. Vous savez que les monstres à distance vont choisir le héros avec moins d'ennemis dans leur zone d'attaque. Vous savez que les monstres mêlés vont aller au plus proche et taper. Et donc, vous allez peut-être faire une stratégie en fonction de ça. Sauf que une stratégie, elle n'est pas valable un tour, elle est valable sur 2-3 tours, parce que vous allez vous positionner. Si au tour suivant, d'un coup les monstres décident de dire on attaque le plus faible, votre stratégie, ce que vous les avez voulu mettre en place, c'est-à-dire par exemple le guerrier protège l'archère ou un truc comme ça, ça part à la poubelle. Parce que de toute façon les monstres ils vont dire ok, les monstres à distance ils vont taper sur l'autre et ainsi de suite. Et il n'y a pas de moyen vraiment de protéger ou de faire quelque chose qui dit bon, ok, on va faire passer celui qui est costaud en premier, ou alors il va d'abord éliminer ceux-là. Non, parce que de toute façon, ils vous mettront dedans tout le temps. Donc on va espérer que rien ne tombe sur la tête. Ce que je voulais dire aussi, c'est sur les pièges. Sur les pièges, alors je sais pas comment ça marche quand on est en mode maître de jeu, mais sur les pièges, vous voyez qu'ici ils sont placés, il y en a qui sont placés, donc je sais pas si on peut en rajouter ou pas. Ils sont signalés, donc le maître de jeu, je pense, va les déclencher quand les héros vont passer dessus. Ce qui est complètement différent, et du coup, ça, je trouve que la mécanique de piège, elle est mal foutue en coop. En coop, en fait, l'application se charge elle-même de dire je vais augmenter le niveau de piège. C'est-à-dire que potentiellement, je vais déclencher un piège sur quelqu'un. Et puis, je vais placer des jetons de piège. Mais les jetons de piège n'ont aucun rapport avec les pièges que vous prenez dans la tronche. Parce que les pièges que vous allez prendre sur vous, c'est l'application qui va vous les mettre sur la tête. C'est pas parce que vous aurez marché sur un endroit où il y avait un piège. C'est l'application va décider qu'il y a un pourcentage de chance, peut-être que vous marchez sur un piège, et bim, vous tombez dessus. Souvent, vous allez voir que c'est souvent l'archer. Par contre, elle va nous demander de placer des pièges, donc comme si on les avait révélés, même si on n'a rien déclenché. C'est un truc assez bizarre. Et l'intérêt de mettre ces pièges, c'est quoi? C'est de pouvoir les désamorcer pour gagner de l'XP, c'est tout. Alors le désamorçage, c'est facile, hein, si on lance un dé, on regarde si on a désamorcé ou pas. Si on l'a désamorcé, du coup on retire le piège et on gagne 2 XP, même si c'est un piège en fait qui était posé comme ça, hein, qui n'avait pas vraiment d'incidence, qui n'a aucune logique, qui n'a aucune thématique là-dedans. Vous pouvez trouver un piège dans un coin, un piège à côté de vous, dans un coin, c'est vous qui le placez, on s'en fout un petit peu. C'est vraiment un système bizarre. Et en plus de ça, oui, donc le piège, et si vous ratez, par contre vous dites à l'application, je déclenche un piège.
Et à ce moment-là, elle vous dit, bah, vous prenez un truc en plus, parce que vous avez raté le désamorçage, en fait, et voilà. Donc, il y a un moment, on le fait pas. On va le faire si on a pas mal de points de vie, si on se sent à l'abri, pour dire, tiens, on va essayer de gagner un peu d'XP, c'est 2 XP, pourquoi pas, surtout au début. Mais dès que vous avez à avoir vos points de vie, par exemple, l'archer, il va pas le faire beaucoup. Parce qu'il sait que s'il se prend des trucs dans la tronche, vite, il va être à 0 de points de vie. Au début, hein, je parle toujours au début. Donc voilà, le système de piège, je le trouve un peu foireux complètement en coop. Je le trouve vraiment foireux en coop. Le truc, c'est que l'application, elle sait pas où vous vous trouvez dans le donjon. Alors qu'ici, voilà, ici, potentiellement, vous pouvez dire, il y a une action de détection des pièges, qui est une action qui n'est pas gratuite, elle. Désamorcer, c'est gratuit. On peut le faire une fois par tour. Et par contre, on peut faire détection des pièges. Ici, ce qu'il y a, c'est que détecter les pièges, vous voyez que les pièges, il y en a à certains endroits. Par exemple, ici, il n'y en a pas du tout, ils vont pas se déclencher, parce que vous allez marcher, il y a plein d'endroits où vous n'allez pas les déclencher. Quand vous êtes en coop, potentiellement, ça va se déclencher n'importe où. Et en coop, la seule manière de réduire ça, c'est de faire de temps en temps une action détecter les pièges. Donc c'est pas très précis, moi j'ai l'impression qu'on lance le dé, si on a le bon symbole sur le dé, on dit que le héros détecte le piège, ou fait une détection de piège. Le truc c'est qu'on nous explique pas vraiment s'il faut dire qu'on a réussi la détection de piège, ou si on fait une détection de piège, pour passer une action. On sait pas trop. Donc ça fait réduire le pourcentage visiblement des pièges qui pourraient nous arriver sur la tête. Franchement, je trouve pas terrible cette mécanique. Est-ce que je fais quoi? Alors, du coup, admettons, on arrive à une des portes. Admettons, on va arriver... on va examiner la grande table. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc après, c'est n'importe où, on peut être n'importe où pour faire le geste. Hein. Si on se rappelait ce qu'il y avait à faire comme action, pas besoin de remonter, mais souvent on s'en rappelle pas. Il s'est passé plein de choses, on a plein de choses à voir, surtout au début. Donc on remonte, il faut que je fasse quoi? Votre aventurier examine la grande table. Donc c'est un événement gratuit. Donc ça ne coûte pas une action. On va revenir sur le système d'action après, hein, j'ai aussi des choses à dire. Donc, l'archer examine la grande table. Vous trouvez le butin des monstres, de nombreux objets certainement dérobés à de malheureux voyageurs ou marchands. Parmi eux, vous trouvez une arbalète légère et 10 pièces d'or. Ok, donc là l'arbalète légère, vous allez le noter sur votre feuille de personnage, ça vous dit à quelle classe par quelle classe ça peut être utilisé, propriété, savoir si c'est une main, deux mains ou pas, et le jet d'attaque, d'accord? Ensuite le coup d'achat, le coup de vente, si c'est à distance, et le niveau, le niveau pour pouvoir l'utiliser. Donc niveau 3, vous allez mettre du temps, c'est marrant, au niveau 3, il faut avoir un certain temps pour l'avoir quand même. C'est un niveau 3 en armes, c'est pas le niveau 3 de votre personnage, il y a un niveau d'armes qui est différent du niveau du personnage. Ok, donc on a examiné la grande table, et puis on va lui dire, tiens, j'ouvre... Donc on va dire que c'est la guerrière qui va ouvrir la porte en bois. La guerrière ouvre la porte en bois. Voilà, donc l'application vous affiche un nouveau plan. Donc là, ça vous dit B, C, A. Alors normalement, je crois que celui qui est en vert, ça doit être celui qui était ici, d'accord? Il faut se rappeler que c'est en vert qui est votre porte d'entrée, en fait. Parce que sinon, si vous ne vous rappelez pas de la lettre au bout d'un moment... Il y a un moment, je me suis posé la question, mais c'est parce qu'on était loin dans le scénario, je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Mais visiblement, oui, c'est toujours en vert l'entrée. Donc voilà, on vous fait voir, vous mettez une petite pièce. Alors vous, votre plan, il y a les deux salles, hein, mais ici, vous allez voir que cette salle-là. Si vous voulez revenir sur la première salle, s'il y a un événement ou s'il y a autre chose, il y a un coffre ici, par exemple. Donc là, ici, on vous dira fouiller un coffre. Hein. Ça pourrait être n'importe où dans le donjon, ce sera... On dit, il y a un coffre, donc je peux dire, je fouille un coffre. Mais à la limite, je pourrais même maintenant lui dire, si je suis pas dans la bonne pièce, je fouille un coffre. Peu importe, elle vous dira ce qu'on a pu trouver. Donc là, ici, on a une porte en fer et une porte cloutée. Et donc là, vous allez passer des tours parce qu'il y a du combat. Et donc, vous allez faire... on passe le tour suivant. Tour 5 commence. Aventurier, vous êtes chanceux, aucun piège ne s'est déclenché. Vous entendez des bruits de griffes venant du plafond. La phase du maître des ombres commence. Les monstres attaquants en mêlée effectuent 2 attaques ce tour-ci s'ils ne se déplacent pas. Donc là, il faudra vous souvenir que s'ils ne se déplacent pas, ils font 2 attaques. Pour les monstres qui attaquent en mêlée uniquement, d'accord?
Donc ici, il y a quoi? Il y a deux gobelins. Si j'avais monté 3 ou 4, il y avait un gobelin archer. Donc il n'y en avait qu'un qui attaquait à distance. Donc ça, c'est des trucs ici, c'est qu'il va falloir se rappeler, quoi. Alors c'est que pour la phase en cours. Donc là, ça va, il n'y a pas trop d'informations. Mais vous voyez, si on va passer des tours de combat, on va en faire 2-3. Le tour 6 commence. L'odorat exceptionnel de l'archer lui permet de dénicher une boursette de l'îlot doux. Aventurier, vous êtes chanceux, aucun piège ne s'est déclenché. Vous vous sentez observé. La phase du maître des ombres commence. Les monstres attaquants en mêlée effectuent 2 attaques ce tour-ci s'ils ne se déplacent pas. Bon là déjà on a de la chance. 2 fois ils nous font 2 attaques de suite. Le tour 7 commence. Aventurier, vous êtes chanceux, aucun piège ne s'est déclenché. Vous vous sentez observé. La phase du maître des ombres commence. Les monstres attaquants en mêlée utilisent le talent robustesse ce tour-ci. Donc là par exemple, il faudra que j'aille chercher le talent robustesse pour l'ajouter au talent existant et que je le retire à la fin du tour. D'accord? Pour m'en rappeler. Et donc là c'est pareil. Hop, j'ai fait quelques tours. Allez, je vais remonter pour dire ok. La guerrière ouvre la porte cloutée. Hop, j'ai un nouveau plan. Donc on va dire que la porte cloutée elle est arrivée ici. Et on a un nouveau plan. Avec des événements, avec des trucs comme ça. Et à nouveau des monstres. Donc ça va être comme ça tout le temps. Donc, je vais m'arrêter un peu sur l'application là. Au-delà de la voix monocorde de l'application, je vous ai pas fait avoir un truc, il faudrait que j'arrive à trouver un orc. Je vais essayer comment je pourrais le faire ça. L'archer examine la porte en chaîne. Cette grosse porte est fermée à clé, impossible de l'ouvrir. L'archer inspecte la grande malle. Vous découvrez dans cette malle le butin des gobelins. Parmi cet amas d'objets sans grande valeur, une arme attire votre attention. Vous récupérez un anneau en bois. Ah bah tiens, on l'avait pas fait celui-là. Donc là, il y a une arme qui attire mon attention. C'est un anneau en bois. D'accord. Alors c'est pas, on appelle ça pas, c'est pas vraiment une arme, mais ça nous permet de lancer un sort 2 fois. En plus, ça peut être bien, c'était pour l'archer. Et du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour... Ah oui, du coup, il faut que je retourne peut-être de l'autre côté. Donc là, par exemple, ici, je me retrouve avec une porte qui est bloquée. Ça veut dire que je vais sûrement trouver un moyen de l'ouvrir, mais il faut que je remonte sur ce plan-là, et il va falloir que j'aille ouvrir la porte en fer. Donc vous voyez qu'on est déjà passé dans une deuxième salle. Donc nous, ça, on le voit sur le plateau, on est dans une deuxième salle. Mais pour avoir les informations, pour dire, ah oui, donc je remonte là-haut, et je vais ouvrir la porte, ah c'est quoi déjà qu'il faut que je fasse? C'est la porte en fer, ok. La guerrière ouvre la porte en fer. Donc voilà, là on va y arriver. Donc voilà, tout ça va se déclencher, va se faire comme ça. Le tour 8 commence. Archer, vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est attenante. Guerrière, vous placez un piège ennemi sur une case qui vous est attenante. Vous entendez des bruits de griffes venant du plafond. La phase du maître des ombres commence. Les monstres attaquants en mêlée utilisent le talent robustesse ce tour-ci. Donc voilà, ça va se passer tout le temps comme ça. Et vous voyez que l'application, la seule chose qu'elle fait, c'est vous dire les conditions d'utilisation du tour. C'est-à-dire qu'est-ce que les monstres ont en plus que d'habitude, donc c'est de l'événement. C'est comme si je tirais une carte événement pour dire, bah, les monstres ils ont ça, il y a ça en plus. J'ai pas besoin d'application pour ça, hein. Une carte d'événement ça suffisait. Et vous entendez des bruits de griffes venant du plafond, ok, on l'a tout le temps. Peut-être que parfois il y aura un ennemi en plus. Les pièges, là on vient d'en placer 2. On s'en est pris aucun, on n'a pas fait de détection de pièges, et on place 2 pièges. Ok. Ok. Donc effectivement, alors,
Autre chose super marrant, dans ce jeu, on a une notion de adjacent et attenant. Attenant, c'est aux 4 points, c'est orthogonalement, et adjacent, c'est les 8 directions. Donc pourquoi faire deux notions comme ça? Je sais pas trop. Sachant que vous avez des monstres qui vont se déplacer en diagonale, mais qui pourront pas attaquer en diagonale, ou l'inverse. Donc il y a des monstres qui vont pouvoir se déplacer en diagonale et attaquer en diagonale, des monstres qui vont pouvoir se déplacer en diagonale mais pas attaquer en diagonale. Donc c'est marqué sur les cartes, il n'y a pas de souci. Ici... Moi, est-ce que je l'ai ou est-ce qu'elle a? Voilà, ici ça m'indique que... Donc ici, je me déplace en diagonale, le monstre, et il attaque en diagonale. D'accord? Là aussi, est-ce que j'ai l'exemple que j'ai donné au moins? Voilà, par exemple, ici, il se déplace en diagonale, par contre, en mêlée, il n'attaque pas en diagonale. D'accord? Donc, il faut faire attention à chaque monstre que vous avez sur le terrain. Donc ici, les dessins que vous avez sur les cartes, hein, c'est ceux que vous devez deviner sur l'application, là, voilà. Vous voyez les icônes, là? Donc là, c'est un rat. Il faut le zoomer... Ah oui, on pouvait le zoomer comme ça. Mais... Pourquoi je fais remarquer ces points-là, c'est que quand on parle d'intrusion d'application, j'en vois beaucoup qui gueulaient sur Descent encore, on est encore pire parce qu'elle n'est pas pratique, et donc du coup, voilà, il va falloir que je fasse ça, que je zoome, pour voir les choses plus clairement. Pour être sûr, ça c'est bien un rat, ça c'est un archer, c'est pas un archer, parce que ça fait référence à ça en fait. Alors là, le rat, je vais prendre l'autre plan peut-être. Voilà, je vais zoomer pour voir les icônes, et ensuite aller rechercher, donc voilà. Ça c'est le gobelin normal, ouais, je pense. Voilà. Donc en fait, je vais essayer de retrouver sur la carte à quoi ça correspond la petite icône. D'accord? J'ai pas un truc où je peux cliquer pour dire ça c'est le gobelin, ça c'est le gobelin archer, non. Donc au niveau de l'application, franchement, je la trouve pas terrible. Franchement, elle est pas terrible. Le pitch de départ qui est de dire je fais quelque chose qui va lire les textes, parce que c'est ça en fait, elle vous parle pas à l'application, vous lui parlez pas vraiment. C'est la reconnaissance vocale. Ok, ça, il y a 5 ans, ça a été magique peut-être, ou plus. Ok, la reconnaissance vocale, on fait plein de choses maintenant avec. Et en plus de ça, je sais pas si on pourrait le voir là, il y a parfois l'application, elle comprend pas ce que vous lui dites. et vous le dites bien, vous savez aussi, vous l'avez déjà dit, ça a marché, et parfois là, ça marche pas. Normalement, l'application, on peut lui poser des questions sur les règles aussi, il me semble. Déjà, normalement, vous pouvez dire, par exemple, masse d'armes. Je crois que ça n'existe pas, mais... Ah si, masse commune. Voilà, elle l'a retrouvée. Mais vous allez avoir des cas où... moi, la dernière fois, j'ai eu un souci. On y reviendra après, parce que c'est un souci par rapport à la sauvegarde des applications. Donc voilà, donc là, et ça s'ajoute, hein, ça s'ajoute toujours, vous n'êtes pas sur un truc à part, vous allez pouvoir l'arme, c'est que ça s'ajoute dans le fil de discussion. Donc quand vous allez remonter au plan, bah faudra défiler. Il faudra toujours défiler. Je trouve que c'est pénible. Moi, sur une application comme ça, je trouve que c'est vraiment pénible. Mon souci après, sur le ressenti, avec mon archer et ma guerrière. Donc là, j'ai pas fait de combat. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que par rapport à tous les scénarios que j'ai fait avant, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas où... alors je sais pas si c'est parce que ma guerrière a été de plus fort niveau quand j'ai rentré le scénario, mais grosso modo, mon archer va prendre plus que le guerrier. Ça va faire plus ciblé par les ennemis. Alors on m'a expliqué sur un forum, sur un Discord, que c'est ce que ferait un maître de jeu, sauf que le maître des ombres, normalement, il doit gérer avec de la stamina. Il n'aura pas forcément toujours de la stamina à dépenser sur l'archer, et je ne sais pas si c'est la bonne technique de s'acharner sur le plus faible, sachant que ce ne sera pas forcément le plus dangereux, et que c'est le guerrier le plus dangereux. Donc je trouve qu'il n'y a pas un bon équilibre sur ça, et ce qui se passe dans mon scénario avec mon fils, c'est que du coup, mon archer, rapidement, l'archer, il a 5 points de vie, au début du jeu. Là, je crois qu'il en a 6 ou 7, je sais pas. Rapidement, il va tomber à 0, parce que ça peut être de la malchance au dé, ça peut être tous les monstres sont venus l'attaquer, donc même en se défendant très bien et en ayant une bonne protection, si le jet de dé n'est pas en notre faveur, c'est-à-dire qu'il est en faveur des monstres et pas dans le vôtre, on peut perdre rapidement des points de vie. Les combats, c'est très simple, hein, vous avez un système qui est pas pourri, hein, j'aime bien. Donc par exemple, un monstre, il a ça en attaque,
Il lance les dés, on compte le nombre de crânes. Là, il y a 2. Moi, par exemple, j'ai de la protection, j'ai 5 en protection, parce que je cumule les différentes protections. Je lance, et je vais contrer, bah voilà, un bon exemple, je vais contrer avec mes boucliers. Là, j'ai qu'un seul bouclier, donc je prends un dégât. Allez, je vais passer à 4 si je suis archer. Pourtant, j'avais 5 dés, hein, mais voilà. Donc, alors, on va me dire qu'il y a un système de compétences qui nous permet de mitiger un peu les dés, et qui, si jamais on tombe sur le stamina, hein, on récupère des points de stamina. Et la stamina, on plafonne au maximum de stamina quand on l'accumule, on commence à 0, on plafonne si on en a trop, et la stamina va nous permettre d'utiliser des compétences, à la même manière que le mec, bah, voilà, ça c'est une carte de compétences, je vais pouvoir utiliser cette compétence-là par exemple. Donc les compétences qu'on va pouvoir utiliser avec la stamina, ou avec la mana aussi, avec la magie, ça va nous permettre de mitiger un peu, de modifier un peu les dés. Sauf que, il y a un truc, d'ailleurs j'avais pas le plateau ici, il y a le pacte avec les ombres. Alors qu'est-ce que c'est que le pacte avec les ombres? C'est la manière qu'ils ont trouvé pour dire, ok, si c'est trop punitif, on peut faire un pacte avec les ombres. Et le pacte avec les ombres, c'est quoi? C'est que vous allez récupérer, quand vous faites un pacte, vous récupérez une carte comme ça, et vous voyez que dessus, vous avez de la stamina. Ça veut dire quoi? Quand vous avez une carte comme ça, la stamina que vous gagnez, vous la mettez là-dessus, et vous la gagnez pas vous, vraiment. Une fois qu'il y en a 3 dessus, déjà, alors quand on est avec un maître des ombres, il récupère la stamina quand j'utilise, mais sinon il la récupère pas. Hein. Et du coup, vous avez, donc la purification, j'ai jamais eu à le faire, la résurrection. La résurrection, c'est quoi? C'est que votre personnage est mort. Alors c'est souvent l'archer, puisqu'il se prend plus d'attaques sur la tête. L'archer est mort, ok. Je vais faire une résurrection. Donc je récupère 3 cartes d'ombre. Le truc, c'est que la stamina, c'est la seule chose amusante dans le jeu, parce que c'est ce qui vous permet d'utiliser vos compétences. Et quand vous allez mourir, en fait, vous allez avoir ces 3 cartes d'ombre. Donc la stamina que vous allez gagner, bah, vous allez la mettre là-dessus. Et vous n'allez pas pouvoir utiliser vos compétences, tant que vous en avez. Ce qui fait que votre personnage, il est complètement diminué. Il fait plus parfois, il va plus pouvoir faire d'attaque, enfin, ou pas d'attaque utile, parce que il pourra pas modifier les dés. Parce que le monstre en face, il aura une grosse défense, vous n'aurez aucun moyen de modifier, manipuler les dés, parce que vous n'avez pas de stamina. Donc en fait, ce qui fait que dès que vous vous faites baffer, eh ben vous êtes comme une loque en fait. Vous êtes comme une loque parce que vous avez la carte des ombres, et vu que vous êtes comme une loque, bah, vous risquez de vous faire rebaffer à nouveau. Vous ne pouvez pas utiliser de compétences de défense, ni rien du tout. Donc vous attendez quoi? Vous attendez les bons jets de dés. Vous attendez le bon jet de dés soit pour l'attaque, pour éliminer le monstre, pour qu'il ne vous embête plus, ou le bon jet de dés en défense, en espérant pas crever. Et alors j'entends bien qu'on pourrait se protéger avec le guerrier, mais je vous dis, vu que l'application décide de la cible des attaques, et que souvent c'est le moins de points de vie, bah, c'est l'archer sûrement, le moins de points de vie max, l'archer, lanceur de sort, l'archer, vous avez un nombre incroyable de façons de pourrir un joueur. Et moi c'est ce qui m'arrive dans la campagne. J'ai l'impression d'attendre, il y a un moment je me dis, ok, ça ne me dérange pas d'avoir une résurrection, d'être mort, bon, on vous dit, ok, c'est pas de chance. Mais effectivement, avec ça, vous pouvez être niveau 5 et avoir plein de compétences, puisque les compétences, quand on avance, elles sont de plus en plus chères, potentiellement, et ben vous n'allez pas pouvoir les utiliser. Et donc, vous n'allez pas remonter à la surface. Parce que quand vous faites la résurrection, vous remettez vos points de vie, et c'est tout. Ok, je repars à 6 points de vie, mais il y a encore des monstres. Donc, je peux éviter le combat, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerrière, par exemple, elle va continuer, elle va avoir assez de points de vie pour subir un peu de dégâts ou un peu d'attaque, en faire, donc éliminer des ennemis, et gagner de l'XP. Et donc vous allez avoir un fossé qui va se créer, moi, entre l'archer, je vais reprendre la feuille, entre l'archer et la guerrière, suite à la dernière partie, je crois que la dernière partie, j'ai dû faire 2 pactes des ombres, enfin 2 résurrections, et la guerrière, 1. C'est-à-dire que même la guerrière, elle a réussi à mourir, quand même. Mais vous voyez, là, j'ai la guerrière qui est en niveau... oui, ça c'est moi, ça doit être mon fils. Donc la guerrière, elle est niveau 8, rang d'arme 3, moi je suis niveau 6, rang d'arme 2, 31 d'XP, là 24, mais elle est beaucoup plus blindée. Elle a déjà récupéré pas mal de trucs, parce que vu qu'elle a éliminé des monstres pendant que moi j'étais mort et que j'étais au fin fond, elle a pu fouiller, elle a pu avoir un loot, et ainsi de suite. Et vous vous retrouvez avec un système, donc ça plaît à mon fils. Ça plaît à mon fils parce que sa guerrière n'a pas spécialement de soucis. On va dire que sa guerrière, elle vit le truc normalement, parce qu'elle est quand même morte, donc elle s'est quand même pris des trucs dans la tête.
Mais elle n'a pas eu cette sorte d'acharnement qui se cumule potentiellement de la malchance de dés, on peut avoir les deux qui se cumulent, et qui fait que vous prenez du retard et vous le rattrapez. Vous n'avez pas de chance de revenir, en fait. Vous avez moins de chance de revenir et le système ne vous aide pas. C'est-à-dire que le système est bien pensé, on va dire, puisqu'on met la stamina dessus. Mais vu que c'est la stamina qui vous permet de faire des actions un peu différentes, vous les faites pas et vous allez vous retrouver à faire des combats contre les monstres où vous allez espérer faire le maximum sur le dé, parce que le monstre, et espérer que le monstre, sur sa défense, ne le fasse pas. Et sinon, vous pouvez pas l'éliminer. Et je suis passé sur un tour de jeu où je crois qu'on a fait 1 heure sur un combat qui n'était pas un combat final, que je croyais final, mais là où il y avait une sorte de mid-boss, ou un boss d'ailleurs, qui n'était pas à la fin, qui était un peu avant la fin. Il y avait une sorte de boss, donc, sur lequel on a mis du temps, où en fait le combat c'était, il y a de l'attaque, il y a de la défense, il y a de l'attaque, il y a de la défense, ok. On fait une phase de résurrection parce que on s'est fait taper. En fait, ça se termine jamais parce qu'on peut toujours revenir à la vie. Mais du coup, ça devient lent parce qu'on n'a plus de capacité spéciale. Donc ça devient chiant en fait. En fait, le problème, le jeu devient chiant parce qu'on va se retrouver à dire ok, on va perdre des points d'expérience parce qu'on a fait des résurrections, mais le jeu devient chiant parce qu'on attend, une fois qu'on n'a plus rien de spécial, on va attendre le bon jet de dés. Parce que le monstre, il va être à un certain niveau. Donc l'application, par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que l'application, quand ça traînait, il y a eu un événement qui a dit vu que vous résistez longtemps, les monstres diminuent un petit peu leur truc. Donc un petit bonus sur le dé. Mais c'est pareil, on a un bonus sur le dé, mais c'est au moment où on a ce bonus-là, on le jette et le jet de dé est pas bon. Le bonus, on se le carre, quoi. Donc voilà. Et le ressenti au final de ça, et même mon fils, qui a pourtant sa guerrière qui tient le coup, mais il voyait pas la fin du truc, il se dit mais comment on va le terminer, quoi. On va attendre le bon jet de dés, quoi. Parce que lui non plus n'avait plus de stamina. La mana qui est le point de magie, c'est sympa. Les lanceurs de sorts, c'est sympa, sauf que les sorts, chaque sort, on peut le lancer qu'une seule fois. Alors au tout début, peut-être, mais ça veut dire le sort, il compte comme une attaque. C'est-à-dire qu'un sort de soin est considéré comme une attaque. Donc soit dans mon tour, dans le tour, on a 2 actions. Et on a le droit qu'à une attaque sur les 2 actions. Je peux pas faire 2 attaques de suite. Je peux pas dire, tiens, je donne 2 coups d'épée, ou un coup d'épée à l'un, un coup d'épée à l'autre. Non, j'aurai le droit qu'à une attaque. Et vu que le sort, c'est comme une attaque, j'ai le droit qu'à un sort. Donc je peux pas dire, je fais un sort de soin sur quelqu'un et je fais une attaque. Non, je fais un sort. Et en plus, le sort, je pourrais pas le refaire dans la partie. Et qu'est-ce que c'est frustrant, quoi. C'est super frustrant. Là où vous avez un Chronicle of Drunagor, qui est dans le mode je fais plein d'actions possibles, j'ai plein de choix d'actions, je peux faire plein d'actions, je peux enchaîner plein d'actions comme j'ai un peu envie, même si j'ai un mouvement à faire, il me reste 2 actions, je peux faire ce que je veux, je peux lancer 2 sorts si j'ai envie, j'ai de la mana, je peux faire des trucs. Lui, ici, ça vous restreint. Moi, au départ, je le prenais vraiment comme une introduction au jeu de rôle, surtout pour mon fils. Mais alors, qu'est-ce qu'on est restreint par les actions, par ce système d'actions ? Franchement, c'est pas un truc qui me plaît, quoi. C'est pas un truc qui me plaît. Déjà, la stamina qui vous permet de faire des petites actions supplémentaires, elle dépend de vos jets de dés. Donc si vous faites de la stamina, c'est que vous n'avez pas fait autre chose, c'est une sorte de récupération, on va dire, mais c'est énormément dépendant du jet de dés. Et je trouve que étant donné que la stamina et l'utilisation des compétences, c'est quand même la partie fun du truc, parce que quand vous développez votre personnage et que vous prenez les compétences, et je trouve la façon de le faire super bien faite, vous perdez le fun en fait du jeu. Pour moi, le fun, il est là-dedans, dans la carte compétences, mais l'utilisation des compétences, elle dépend de votre gain de stamina, et du coup du jet de dés. Donc vos combats dépendent du jet de dés. La possibilité d'utiliser des compétences, donc d'avoir du choix et de dire « Ah, qu'est-ce que je vais utiliser ? Ah, ça va être bien, ça va être sympa », dépend de vos jets de dés, et du même. Donc si vous faites que des boucliers sur un jet d'attaque, ni stamina, ni dégâts à l'ennemi. S'il a une riposte, potentiellement, il peut faire une attaque éclair, et ainsi de suite. Enfin, une attaque de... Si, c'est une riposte, et il vous fait des dégâts s'il a fait des éclairs sur son jet. Donc voilà, j'en reviens sur un jeu que je répète en coop ou alors en solo, ça me ferait, je pense que ce serait chiant aussi en solo. En solo, ce serait chiant de gérer les monstres et vos personnages. Il faudrait que je réessaye. Il faudrait que j'essaye en solo peut-être. Alors, j'ai pas spécialement envie parce que les scénarios sont là aussi. Les scénarios vont être identiques, 100% identiques. Si je refais le même scénario, les ennemis seront au même endroit,
même type d'ennemi, même machin. En fait, ce qui va varier, c'est quoi? Bah, c'est les événements des runes qu'elle va me dire au début du tour. C'est-à-dire que là, ma deuxième partie, il n'y aura peut-être pas de piège, ou alors j'aurai 3 pièges dans la tête. Donc voilà, et c'est tout ça qui font que je me force à faire les parties parce que mon fils aime bien. Il a envie de faire la campagne. Je pense qu'il s'accroche à la progression de son personnage. Il kiffe la phase où on a terminé, on a récupéré de l'expérience, il choisit une nouvelle compétence, il peut acheter des objets. Voilà ce qu'il aime dans les runes en fait. Le problème, c'est que je trouve que c'est du coup une mauvaise initiation au jeu de rôle. Parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est pas d'acheter des équipements pour grobiliser un personnage. C'est autre chose, quoi. C'est l'aventure, c'est l'expérience, c'est dire « Ah, tu te rappelles, quand on a fait ça, on a réussi à tendre une embuscade, ou on a réussi à faire ça et ça. » Et là, c'est pas du tout le cas. Là, on va se rappeler qu'on a galéré sur un combat pendant je ne sais combien de temps, et que, bah voilà, à la fin, c'est terminé, on peut pas mourir, en fait, dans les runes. Avec leur système de résurrection, on peut pas mourir. Par contre, on rend le jeu super chiant, donc on meurt d'ennui. Voilà. On peut pas mourir dans le jeu, mais on peut mourir d'ennui. Ça va pas être ma conclusion, mais pas loin. Donc voilà, donc je pense, je vais remettre les choses en contexte aussi, c'est que je pense que le jeu est complètement prévu pour faire du 1 contre plusieurs. Je pense que le jeu n'est pas bon en coop. Et donc je pense aussi qu'il n'est pas bon en solo. Je vois pas pourquoi il serait bon en solo et pas en coop. Je trouve chiant à manipuler. Les règles de combat, bon, une fois qu'on les a, les règles de combat, le problème c'est qu'on est obligé de gérer les monstres. Du coup, pour gérer les monstres, je vais revenir sur les règles, je n'ai pas parlé des règles. Les règles, je les aime pas. Bon, c'est fait. On a un sommaire, ok. Normalement, l'application va pouvoir nous aider, mais c'est pas tout le temps le cas. On a un sommaire, il y a beaucoup de couleurs, c'est très fouillis, je trouve, et très brouillon, malgré les codes couleurs et tout. Je trouve pas spécialement facile pour retrouver quelque chose. Il n'y a pas d'index. Donc, à chaque fois que vous recherchez quelque chose, alors, c'est où? Ok, action de base, talent, stamina. On a l'impression que tout est un peu identique sur le même niveau, et qu'il n'y a pas différentes parties qui ressortent. Du coup, là. Et puis, ça prend de la place pour chaque joueur. Regardez ici. Vous voyez, ça, donc, la feuille du joueur, son truc d'archer de départ. Ici, il a 2 lignes de sort, comme l'archer. Et là, il a que 3 cartes compétences. On va en avoir plus. Donc, vous voyez le tableau du joueur, d'un seul joueur. C'est pour ça que je vous dis qu'en solo, avec 2 joueurs, avec 2 personnages, ça prend de la place aussi. Donc, vous voyez, moi, je trouve pas terrible cette façon de faire. La règle, je la trouve pénible à suivre. Et pour les combats, là, on a les actions, les quêtes personnalisées. Mince, les combats, là, alors le mode solo coopératif, il est à cet endroit-là. Et on vous dit que c'est à peu près pareil, mais que, voilà, il y a un comportement différent. Donc quand vous avez le mode solo coop, c'est peut-être une bonne idée d'ailleurs d'avoir le comportement... Il y a quelqu'un qui a fait un... Je crois que je les ai peut-être imprimés, mais je sais plus où. Ah non, c'était pour Eussia ou pour celui-là? Ah, je sais plus. Ah non, c'était pour Eussia. Pas pour celui-là. Mais, donc, phase du maître des ombres, on vous dit que le MO n'a pas de réserve de stamina et que les monstres ne génèrent donc pas de stamina. Et du coup, ils utilisent toutes leurs compétences. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de limite sur les compétences des monstres, ils vont tout utiliser. Alors normalement, ils pourraient pas utiliser tout. Donc là aussi, vous avez une sorte de déséquilibre quand vous êtes en coop, je trouve. Donc il faut d'abord faire cibler les monstres. En fait, les monstres, ils vont cibler. Donc il faut d'abord déterminer ce que chaque monstre cible. Ensuite, ils vont se déplacer. Et ensuite, ils vont attaquer. Une fois que tous se seront déplacés vers leur cible, ils vont faire leur attaque, s'ils peuvent. Et donc, ça nous explique comment. Donc j'ai mis un peu de temps. Heureusement, j'ai pas souvent de lanceur de sorts en monstre. J'ai mis un peu de temps. Pour l'instant, j'ai eu que du mêlée, la distance. Donc ça vous dit cible l'aventurier le plus proche, en nombre de cases. Ensuite, c'est cible l'aventurier ayant le moins de monstres dans sa zone d'attaque, cible l'aventurier avec le moins de points de vie, puis le moins de mana, puis le moins de stamina. On peut remplacer par sa cible l'archer. Mais bon, il y a d'autres choses avant. Donc après, il faut le reprendre, il faut se mettre dans la tête par contre. Parfois, on l'oublie un petit peu. Il y a beaucoup d'exemples. Et après, vous avez les marchands qui sont là. On les a pas dans l'application, on les a sur le papier. Donc quand vous terminez une aventure, vous allez ici, vous dites, allez, il y a les niveaux qui sont marqués ici, qu'est-ce que je peux acheter, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux vendre.
Bon, la doc, moi, je la trouve pas, le livre doc, je le trouve pas terrible à ce niveau-là, surtout je vous dis encore pour le mode coop. En mode versus, peut-être que c'est mieux. Bah là, j'en profite, on va bientôt. À Cannes, il sera en démo, je pense. Je ne sais pas s'ils feront jouer le mode coop à Cannes ou s'ils le feront avec un maître de jeu. Je serais curieux d'avoir vos retours sur la vidéo par rapport au mode avec un maître de jeu. Voir si vous avez eu le même ressenti. Je pense pas. Je pense vraiment qu'il est bon. Enfin, qu'il est correct. Je vais pas abuser. Avec un maître de jeu. Et qu'il est peut-être intéressant pour le maître de jeu d'un point de vue mécanique de gameplay. D'un point de vue scénario, je pense qu'il est complètement inintéressant. Le lore et c'est du standard de basique. Il y a rien. Enfin, c'est plat. C'est très plat. Les scénarios sont plats. Le thème, l'univers est plat. Il n'y a pas d'intérêt dedans. Donc après, mécaniquement, peut-être. Parce que je vous dis encore, les combats... Vous voyez ici sur la feuille de personnage, on sait que pour chaque arme, ce qu'on doit acheter comme jet de dés, vous avez 3 symboles, le crâne, le bouclier, l'éclair. C'est pas compliqué, ça marche plutôt bien. On imagine que plus on a de dés, et puis il y a différents dés de différentes couleurs, bah, on a plus de chances de taper. Voilà, après on peut avoir la malchance au dé, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des jeux avec de l'aléatoire. Mais je trouve que malgré tout, il rate le coche. Il rate le coche coop. Donc le coche solo aussi. La coche solo, et voilà. Pour moi, c'est un jeu avec un maître des ombres, point barre. C'est pas un jeu ni coop ni solo. C'est un peu volé comme titre. Donc je vous le conseille pas forcément. Je vous conseille de l'essayer en multi. Si vous avez après l'occasion de jouer en multi, je vous le déconseille en solo et en coop. Il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux, surtout que maintenant que Descent est sorti, et carrément mieux Descent. Descent, vous allez vous éclater, c'est beaucoup plus épique, vous allez sentir des actions que vous allez faire, ça va être génial, les figurines sont plus belles, l'application est 10 fois mieux, 100 fois mieux, et puis elle est utile, c'est-à-dire qu'elle gère les monstres, ça vous enlève la partie pénible quand vous êtes en coop et que vous n'avez pas de maître de jeu. Voilà. Ici, l'application ne le remplace pas. Donc on a une application qu'on doit avoir tout le temps, et qui vous soulège même pas du boulot quand on est en coop. Donc pour moi, c'est un no-go en coop solo, et peut-être en multi. Je crois que j'ai fait le tour des trucs que j'avais à lui reprocher, Rune. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez joué à Rune, si vous avez joué en solo, en coop, par rapport au mode multi. Pour l'instant, je peux pas jouer en multi, mon fils a pas envie de jouer en multi, enfin, a pas envie d'être en versus contre moi. Sur le jeu, je vais proposer de refaire un des premiers scénarios, quand on aura avancé, pour le tester. Pour tester ce mode quand même, pour voir s'il est plus marrant, si on sent moins ce qu'on a ressenti en coop, parce que lui aussi, malgré qu'il ait sa guerrière, je vous dis, il y a parfois, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a parfois des événements dans l'application qui vous disent, Archer, vous avez reçu une pierre sur la tête. Vous perdez 2 points de vie. Ok. Dans le jeu, on a aussi des consommables ici. Donc il y a le lit Loudou qu'on a trouvé tout à l'heure, de l'hydromel, de la birnène, du Wistek. Et puis, donc vous demandez à l'application ce que ça peut faire. Vous ne connaissez pas l'effet exact. Alors, en fait, l'effet, il va dépendre. L'application va vous dire quel effet il a. Ce qu'il y a, c'est que parfois, vous dites, moi, là, on est en plein combat, on n'a pas beaucoup de chance, j'ai pas beaucoup de stamina. Ok, je vais peut-être boire de l'hydromel, ou je vais peut-être boire de l'Ioudou. Et moi, dans notre partie, l'archer, à chaque fois qu'elle buvait un breuvage, ça se passait mal. Je dis, ok, on a des trucs, on les consomme, et même ça, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'application va pas nous donner envie d'essayer, en fait. Il y a un moment, moi, je ne bois plus aucune substance. La naine, elle peut boire de l'hydromel, même bourré, ça lui fait des bonus. Ou au pire, ça lui fait rater la prochaine attaque. Ça lui fait rater l'attaque pendant le tour. On a eu le cas, je crois, où le texte, c'était... vous êtes trop ivre, donc vous ne pouvez pas attaquer. Vous gagnez un dé rouge sur votre prochaine attaque. Et là, on s'est dit, donc on est trop bourré pour attaquer, mais on gagne un dé rouge sur la prochaine attaque. Ok. Voilà, il y a des petites incohérences comme ça qui sont pénibles à un certain moment de la partie, en fait. Donc voilà, pour moi, le jeu ne marche pas en coop solo, je le répète. Et peut-être en multi, si la mécanique vous intéresse, faudrait voir
peut-être que c'est intéressant avec le Maître des Ombres. Et peut-être que le Maître des Ombres, c'est intéressant pour lui de gérer la stamina pour les monstres, décider à quel endroit, à quel moment il va la mettre. Je sais pas d'ailleurs comment lui, il récupère la stamina, le Maître des Ombres. Est-ce que c'est marqué d'ailleurs? Et donc... Où est-ce que c'est le Maître des Ombres là-dessus? Le Maître des Ombres, il est où? Il est placé où? Action de base, talent, stamina, fait de personnage. J'arrive même pas à trouver le Maître des Ombres. Action de combat, attaque de mêlée. Détruire une source d'ombre, détecter les pièges, fouiller, se préparer au combat. Ah si, face du Maître des Ombres. Ah mais c'est en solo coop. Bah du coup c'est où? Ah, le Maître des Ombres, il est là. 8, 9. Vous voyez qu'il n'y a pas non plus... C'est surtout orienté personnage. Voilà, pour le Maître des Ombres, vous avez ça. Vous avez 2 pages. Vous expliquez le rôle du Maître des Ombres. Donc je pense pas que ce soit super complexe non plus. Et ce qu'il y a, c'est qu'on peut même pas se dire, on fait la campagne en coop, et puis après on se la fait en Maître des Ombres, ça va être les mêmes scénarios, on va connaître déjà les trucs. Alors même vu que l'histoire est pas passionnante, peut-être que ça dérange pas. Et vous voyez que les événements, on les place quand même sur le plateau, et en fait c'est pas vous qui allez annoncer aux aventuriers les événements, c'est que les aventuriers vont vont le dire à l'application. Donc on va être comme en coop. Pareil pour les PNJ. Alors les PNJ ils auraient pu faire autre chose comme Standis, un truc comme ça, ils auraient pu faire un bonhomme, je sais pas. Et donc voilà, ici, en fait, les événements Maître des Ombres, ces événements sont déclenchés par le Maître des Ombres et dévoilés lorsque les conditions sont réunies. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le Maître des Ombres qui le dit, mais c'est au moment où les personnages font ça. Donc c'est seulement une personne différente qui va dire à l'application ce qui se passe. Donc le rôle du Maître des Ombres, il va vraiment être de gérer les monstres et la stamina. Voilà, ça va se résumer à ça. On voit qu'il a une réserve de stamina. Les talents maîtrisés, donc il va devoir entre ses cartes vérifier quel monstre a quel talent, et ainsi de suite, et ce que fait ce talent. Ça c'est le même plateau qu'en coop. Non. Bon, je vous recommande pas Hyrule en Dungeon Crawler, sachant que maintenant on a Descent qui est là, qu'on a même d'autres petits Dungeon Crawlers. Il y a Tiny Epic Dungeon qui va sortir là, qui me paraît super fun. Même par rapport à ça, moins sérieux peut-être, mais beaucoup plus fun que ça, avec pas une application, et je trouve que c'est une application bullshit en fait. Peut-être qu'on peut féliciter le côté technologique de la chose, mais l'intérêt pour moi est proche du néant, franchement. Je préfère un Drunagor qui a pas d'application. Je sais pas, j'en vois plein des dungeon crawlers qui sont meilleurs que Hyrule. Allez, je m'arrête là pour ma conclusion, à la prochaine, ciao ciao.